Nous avons ajouté au logiciel Heliciel une interface multirotor qui permet de modéliser dans la même interface plusieurs rotors pour obtenir des résultats en fonction des interactions entre les rotors. Nous allons voir ici par exemple l'interface multirotor pour la conception donc d'une hélice d'avion donc avec un ensemble donc d'une hélice amont ici et avec une hélice aval qui va exploiter les vitesses induites de la première hélice pour augmenter les performances du système. Donc nous avons chargé un modèle dans la liste des modèles d'hélices d'avion. Ici c'est une hélice qui a un rendement déjà assez honorable de 0,83 en rendement propulsif. Ici elle évolue avec un point de fonctionnement à 200 km/h et une vitesse de rotation de 1000 tours minute. Nous allons voir comment utiliser cette première hélice en amont et concevoir la seconde hélice et le duo d'hélices contrarotatives qui serait le mieux adapté à cette hélice. Donc nous avons sélectionné un modèle d'hélice que nous avons conçu, il a plutôt des bonnes performances et donc il faut commencer on va dire la conception des hélices contrarotatives avec déjà une hélice préconçue avec des bonnes performances. Je vous renverrai vers les didacticiels de conception d'hélices avec Heliciel pour déjà concevoir la première hélice. Une fois que cette première hélice est conçue et qu'elle a été enregistrée, nous pouvons donc la charger et construire une seconde hélice contrarotative grâce à l'interface multirotor. Donc on va dans le menu Fichier, Contrarotative Project et on charge l'interface multirotor. Voilà donc l'interface multirotor en option donc contrarotative qui vient d'être activée. Nous avons ici l'hélice amont qui correspond à l'hélice que nous avons choisie comme modèle et a été conçue automatiquement derrière en aval une hélice contrarotative dont les angles de calage ont été optimisés pour exploiter les vitesses induites de la première hélice. Alors les vitesses induites de la première hélice, l'hélice amont, elles sont visibles ici. Donc c'est une hélice qui était avec un point de fonctionnement déjà à 56 mètres secondes, 200 km/h. Donc nous voyons ici en bas à gauche que les entrées axiales dans l'hélice 1 étaient de 56 mètres secondes. Et il n'y avait pas de flux tangentiel vortex fourni à la première hélice. Donc il y a 0 ici. En sortie de cette première hélice, donc ici, alors on voit que si on active, si on sélectionne la première hélice, on voit dans les graphiques les éléments la composant, la concernant qui s'éclairent en vert, fluo. Donc on voit ici qu'à la sortie de la première hélice, propre 1 outlet mètre seconde, on a 62 mètres secondes. Ça c'est la vitesse axiale du fluide en sortie de l'hélice. Nous avons aussi une composante en vitesse tangentielle qui est de 28 radians secondes en sortie de la première hélice. La seconde hélice va donc être alimentée avec ce flux axial de 62 mètres secondes et ce flux tangentiel de 26 radians secondes. Alors nous allons tout de suite constater quelque chose, c'est que l'alimentation de la seconde hélice par la première hélice est soumise à un coefficient d'influence qui varie suivant la distance entre les deux hélices et le rapport des diamètres. C'est-à-dire que si la première hélice est à une distance supérieure à 0,25 fois le diamètre, nous allons avoir une tendance à l'alimentation qui va baisser. C'est-à-dire qu'il y aura moins de flux tangentiel et moins de flux axial dopé de la première hélice. Donc on a ici à droite les informations sur le facteur d'influence donc d'alimentation de la seconde hélice qui varient et qui sont transparents ici. On peut les voir dans cette zone-là des paramètres des hélices. Donc automatiquement le logiciel donc crée sa première hélice et sa seconde hélice et nous pouvons bien sûr les exporter au format JS et STL. Nous pouvons donc analyser ce qui se passe au niveau de ces deux hélices. Nous voyons ici les performances en termes de poussée et les performances globales des deux hélices. Nous avons la puissance consommée aux arbres, donc la consommation globale à l'arbre.
Nous avons la puissance cinétique et la puissance propulsive. Je vous renverrai aux définitions dans les autres didacticiels et sur la conception des hélices normales. Et nous avons aussi un paramètre d'efficience, à droite l'efficience cinétique et à gauche l'efficience propulsive. Nous constatons que l'efficience propulsive globale totale propulsive est la moyenne donc des deux puissances propulsives de chaque hélice. Donc si nous avions une hélice amont qui était de 0,83 en rendement propulsif et de 0,92 de la deuxième hélice dopée par la première, nous avons un rendement global du système à 0,89. Alors un élément à remarquer au niveau de l'efficience cinétique, c'est que l'efficience cinétique de la première hélice plus l'efficience cinétique de la seconde hélice, donc dopée par un flux tangentiel, peut arriver parfois à un total cinétique légèrement supérieur à 1. Donc ça c'est physiquement impossible. On voit juste ici le résultat d'erreurs d'arrondi. Et ça nous donne aussi la précision globale du système. Et on pense bien qu'on n'aura jamais un rendement supérieur à 1. Le rendement supérieur à 1 sur l'hélice aval se comprend par le fait que l'énergie qui est entrée dans l'hélice aval est dopée par le flux tangentiel de l'hélice amont et donc on a un rendement qui ici peut être supérieur à 1. Nous pouvons modifier le point de fonctionnement global ici, nous allons donc ici voir ce qui se passe. Si ce système évolue non plus à 200 km/h mais à environ 100 km/h, voilà, à 28 mètres secondes. Donc ici on voit à gauche que l'operating point, c'est-à-dire le point de fonctionnement pour lequel a été conçue la géométrie de ces deux hélices, n'est plus actif. Nous sommes donc en hors design. Donc nous avons à ce stade-là, vu que nous avons changé le point de fonctionnement, comme pour les hélices simples, nous avons aussi la même chose. Nous pouvons soit calculer les performances hors design, avec le point de fonctionnement changé et la géométrie toujours adaptée à l'ancien point de fonctionnement, ou bien reconstruire la géométrie des deux hélices pour qu'elle soit adaptée au mieux à ce nouveau point de fonctionnement. Donc nous allons faire les deux. Ici, nous allons calculer les nouvelles performances hors design. Voilà, donc bien sûr, ces performances ont baissé en termes d'efficience. Vu qu'on est hors du point de design, les pales ne fonctionnent plus de manière optimum. Nous pourrions décider soit de restaurer le point de fonctionnement au point optimum, soit de reconstruire la géométrie de ces hélices pour qu'elles soient adaptées à ce nouveau point de fonctionnement. Donc c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Nous allons par exemple augmenter la vitesse de rotation. On va passer à 3000 tours minute. Donc normalement le calage va être beaucoup plus faible. Nous allons reconstruire avec ce nouveau point de fonctionnement et observer le calage sur la première hélice, hélice amont. Donc on va la remettre dans cette position là et nous voyons que vu qu'elle tourne plus vite, le calage optimum a été effectivement réduit et le calage aussi de la seconde hélice a légèrement été aussi réduit du fait de l'augmentation de la vitesse de rotation. Donc voilà, on peut donc étudier ces deux hélices en interaction en fonction des différents paramètres de fonctionnement. Alors à droite, nous voyons que vous pouvez modifier les différents paramètres de l'hélice, mais pas tous les paramètres, on va dire, juste certains paramètres restreints, comme le diamètre, le nombre de pales ou les axes de perçage et la longueur de l'axe. Donc ces paramètres sont pas... Il n'y a pas beaucoup de choix de paramètres modifiables. On ne peut pas vraiment modifier la géométrie de l'hélice ici dans les paramètres de géométrie. Donc si on voulait aller plus loin dans la modification de l'hélice amont, il faudrait l'éditer pour la rouvrir dans l'interface principale sous forme de projet d'hélice. Et là, nous modifierons notre hélice sous tous les paramètres qui nous intéressent et nous pourrions l'appliquer donc au Multirotor Project une fois que nous avons modifié sa géométrie. Même chose pour l'hélice aval, je sélectionne l'hélice aval, ici j'ai ces paramètres, je pourrais donc l'éditer de nouveau dans le logiciel héliciel
pour modifier certains paramètres, c'est-à-dire par exemple je pourrais vouloir juste modifier sa géométrie en termes de forme de génératrice, et je voudrais une génératrice courbe pour qu'elle fasse un petit peu moins de bruit, éliminer les battements d'intersection, voilà, admettons rapidement, et donc je l'applique à mon projet. Donc je vais le reconstruire et je vais voir donc mon hélice aval qui a été modifiée suivant mes recommandations. Pour toutes les hélices qui apparaissent donc dans le projet multirotor, nous pouvons sélectionner l'hélice et l'enregistrer comme un modèle. Admettons que cette hélice me plaise bien, je vais la sauver en termes de modèle, donc c'est là, c'est l'hélice aval. On va sauver le modèle d'hélice. Donc on va l'appeler test 2. Et nous voyons donc ici dans l'interface que nous pouvons choisir et sélectionner d'autres modèles d'hélices en direct et les charger depuis l'interface de chargement. Donc ici, admettons que je vais charger notre hélice. On sélectionner n'importe quelle hélice de nos modèles pour la charger, par exemple ici, en hélice aval. On va essayer, mais bon, bien sûr, on voit bien ici qu'on charge une hélice qui fait à peine 127 mm avec une hélice de 1800 mm. Donc on comprend bien que l'interaction entre les deux hélices ne va pas nous donner un résultat très intéressant. Donc par contre, on peut très bien recharger le modèle que nous avions enregistré juste avant. Ici, on l'avait appelé test 2. Et donc nous retrouvons notre hélice que nous avions sauvegardée. Alors nous remarquerons que lorsqu'on sauve un modèle depuis l'interface multirotor, ce modèle se trouvera donc dans la liste des modèles ici, dans la zone des drones model list. C'est-à-dire que l'interface multirotor servant aussi à la conception des drones multirotor, tout ce qui est sauvegardé dans cette partie-là va se retrouver donc dans la liste des drones. Alors on peut accéder directement au dossier de sauvegarde. Ici, quand on sélectionne une hélice, on voit où est situé son dossier de sauvegarde. Donc nous pouvons très bien aller chercher cet élément-là et l'enregistrer où l'on veut sur l'ordinateur. Donc c'est juste pour des questions de commodité. Ce qui est enregistré dans l'interface multirotor sera donc classé dans la liste ici des drones props model list. Une chose intéressante peut-être, c'est qu'on peut remarquer que lorsqu'on commence un projet donc à zéro, si je détruis mon système ici et que je charge mon modèle depuis l'interface hélicielle, je reprends ici le modèle classique d'hélice d'avion. En fait, lorsque je vais créer mon modèle, lorsque je vais rentrer dans l'interface multirotor avec un modèle, ce qui est important de constater, c'est qu'en fait, on crée à ce moment-là une hélice contrarotative, comme c'est stipulé ici, qui a le même diamètre, même nombre de pales, même distribution de cordes que l'hélice modèle. Donc c'est l'hélice qui est censée aller le mieux avec l'hélice amont. Donc on recrée vraiment une hélice aval contrarotative en fonction des paramètres géométriques de la première hélice. Donc ici l'hélice aval, elle a donc les mêmes dimensions que l'hélice amont. Alors ce qui peut être intéressant de constater, c'est au niveau des performances ici. Globalement, le rôle de la seconde hélice, c'est de redresser le flux pour faire en sorte qu'à la sortie des hélices, de l'ensemble des deux hélices, il n'y ait plus de flux tangentiel. Ici, dans ce graphique à gauche, en bas à gauche, on peut voir donc les différentes vitesses axiales et tangentielles sur chacune des hélices. On voit ici en rouge à la fin
elle est notée en rouge, c'est le flux tangentiel en sortie de la dernière hélice, en sortie du système. Donc on voit ici qu'on a encore un petit flux tangentiel. Ça voudrait dire que la seconde hélice n'arrive pas totalement à redresser le flux. Donc on pourrait faire en sorte que notre seconde hélice redresse davantage le flux. Pour redresser davantage le flux des pales, je vais mettre sur 5 pales. Et là on voit qu'on a diminué le flux tangentiel en sortie, ce qui va se traduire par un résultat global d'efficience qui sera meilleur. Donc ici en efficience propulsive on est à 0,90. On voit que si on retourne à cette pale, nous sommes à 0,89 parce qu'il y a encore un peu plus de flux tangentiel en sortie. Voilà. C'est le genre de petits détails d'aide à l'optimisation qu'il faut suivre lorsqu'on fait nos hélices contrarotatives. Donc c'est une interface à découvrir, à tester, hein. Donc voici la fin de ce didacticiel d'exploration du multirotor ici en contrarotatif. À vous de découvrir et de créer vos hélices grâce à cette nouvelle interface.